Bonjour tout le monde et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa, je suis rejoint par l'équipe au complète comme toujours, Réa, Doc et Pop. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Enfin, Après avoir vu un peu le play-in, on va commencer doucement à attaquer les premières séries de playoffs qui sont déjà définies. Et je vous propose tout le monde de commencer avec la série qui va opposer les Sixers, qui sont 3e seed cette saison, avec un beau bilan de 54 victoires, 28 défaites, et peut-être le MVP de la saison dans l'équipe, Joel Embiid, contre les Nets, qui termineront la saison à 45 victoires et 37 défaites. Mais on peut le poser et le dire tout de suite, il y a un peu l'histoire de 2 saisons à Brooklyn, puisque on rappelle quand même qu'ils ont fait plusieurs mois avec Kevin Durant et Kyrie Irving dans l'équipe, et qu'ils ont fini avec Michael Bridges et Cam Johnson. je peux même la couper en 3 leur saison en fait. Carrément. Mais après, loin de moi l'idée de disrespect Michael Bridges ou Cam Johnson, qui sont quand même de très bons joueurs, mais le bilan des Nets a plongé après la deadline, après qu'ils aient jarté tout le monde. Donc c'est pas non plus comme si on était face à, entre guillemets, une vraie équipe à 45 victoires. C'est une équipe qui a plutôt le rythme, en tout cas post-deadline, qui a un rythme de franchise, de play-in. Concrètement, c'est pas incroyable. Enfin voilà. Plusieurs clés dans ce match-up. Déjà côté Sixers, on essaiera de voir un peu la forme de James Harden sur la saison, sur cette série, parce que ça va conditionner le futur de Philadelphie en playoff, qui va devoir quand même se taper des gros morceaux ensuite, Boston, peut-être Milwaukee un peu plus tard. Un gros James Harden signifierait une grosse campagne de playoff peut-être, mais un James Harden déjà diminué en difficulté, ça sentirait pas bon du tout. Et côté Nets, on peut peut-être espérer quand même voir en tout cas déjà des confirmations que Michael Bridges est un vrai gros joueur de basket. Peut-être pas ton franchise player, mais en tout cas peut-être ton lieutenant ou ta troisième roue très solide. Et sur un miracle, tu espères voir Claxton faire de son mieux pour empêcher Embiid de mettre 50 points tous les soirs. Doc, je vais commencer par toi puisque tu es notre fan des Sixers ici. Est-ce que tu es d'accord pour dire quand même que c'est un tirage béton, que tu préfères jouer quand même les Nets en 6 que peut-être le Heat en 7, et, enfin 7 ou pas, mais le Heat qui est au play-in, et que concrètement c'est un peu le tour de chauffe quoi. Ouais, complètement. Dans cette équipe, il y a deux joueurs qui, je sens, vont faire chier, mais pas au point d'embêter sur une série. Tu as Mikal, qui est de Philadelphie, on connaît tous l'histoire. Et tu as Dinwiddie qui fait toujours des matchs de fou. Mais après, voilà, ce sera à mon sens pas suffisant. Pour moi, l'enjeu de cette série, pour les Sixers, du coup, c'est en fait de faire revenir tout doucement Harden. Je sais pas ce qu'il a exactement. Enfin, je crois que personne, enfin, à part en interne, personne ne sait exactement ce qu'il a. Et donc, si ça peut être soigné d'ici la série suivante ou pas. Je pense qu'il s'est jamais remis de sa cuisse. Là, c'était un problème au tendon d'Achille, je crois. Mais ouais, il n'y a pas eu plus de détails que ça. Et il y a eu juste un ou deux articles, enfin un ou deux tweets plutôt, qui expliquaient que ça faisait un moment qu'il était gêné et que c'est pour ça qu'il était beaucoup à l'arrêt ces derniers temps. Le problème, c'est que le tendon d'Achille, ça se remet pas comme ça. Alors, ben, évidemment, il ne s'est pas pété, mais quand tu commences à avoir le talon d'Achille tendon d'Achille, pardon, qui siffle, tu mets des mois. Soit tu mets des mois à faire du load management et tu pries que ça passe, soit c'est plusieurs semaines et les Sixers ne peuvent pas se le permettre. Après Harden, il va sur ses 34 ans, il paye un peu sûrement sa condition physique globale depuis des années qui n'est pas, qui, je pense, n'est pas, je pense, une condition exemplaire, et que c'est pas le profil du joueur qui va être grotesque jusqu'à ses 36 ans, quoi. Je pense. Après, l'hygiène de vie, les strip clubs et les soirées. Globalement, quel joueur est resté à un niveau aussi élevé que celui qui a été Harden jusqu'à 36 ans à part LeBron? On n'a pas non plus, c'est une régression logique.
Bah ouais, mais Jordan, lui, il s'arrêtait tous les ans, donc c'est sûr que c'est facile. Tu fais un an sur deux, c'est du fractionné en fait. Curry n'y est pas, Oui, Curry voilà n'y un est, peu. Curry n'y est pas encore, mais je dirais pas que son niveau a baissé, en tout cas ces dernières années. Curry, ce qu'il Ouais, a c'est vrai. fait, c'est il a quand même raté un grosso merdo 1 an et demi entre sa main puis les blessures qu'il est parti par là. Ouais, puis il commence plus tard Après, aussi. Non, mais attends, par contre, on va briser un mythe tout de suite, parce que Curry, blabla, problème de cheville, il y a une saison où il s'est fait niquer, sinon il joue 70 matchs tous les ans. non, C'est sa troisième saison seulement où il est emmerdé. je parlais pas du tout du problème de cheville. Je parlais, il s'est pété la main. Et derrière, la saison d'après, il joue pas mal de matchs aussi, si je me souviens bien. Il joue 60 matchs depuis 3 ans. Ça aide à se retaper un physique. Hein. Je pense que Mais c'est le style de jeu aussi. Hein. C'est absolument pas une critique. Et si ça nous permet d'avoir un super chef jusqu'à 37-38 ans, moi je crache pas dessus, j'adore le voir jouer. Non, mais c'est le style de jeu, je pense aussi, contrairement à Harden. Harden, il multiplie quand même les pépins. Moi, je pense vraiment. Je sais pas si. Ah bah, On se disait, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé quand c'était les playoffs, peut-être il y a 2 ans déjà. On avait dit comment il va se remettre de la cuisse, etc. Moi, je suis sûr que ça l'a niqué. Hein. C'est traître. Hein. Il a joué en étant blessé et il s'est fait super mal. Hein. t'as déjà ça, et Et pas aussi explosif. je vais dire ça sans volonté de troller, mais à Houston, il y avait la réputation du joueur qui exagérait pour choper les lancers francs. Mais même si tu exagères, il faut aller au turbin dans la raquette, les choper, se faire dégager, se faire. C'est le style de jeu beaucoup plus traumatique, si je peux me permettre ce terme, qu'un Curry qui justement ne rentre dans la raquette que quand il est sûr qu'il va pouvoir le pouce sans en prendre plein la gueule. Et bah, ça évite plein de petites blessures, plein de plus l'hygiène de vie d'Arden qui n'était pas au top. Et là, je parle pas des strip clubs parce qu'en soi, c'est pas trop le problème à part sur la récupération, mais revenir gras comme une outre à chaque fois. Le corps, il aime pas, hein. Même si tu fais une sèche derrière, ça veut dire que tu t'es tapé de 3 mois avec 20 kilos de trop. Bah, c'est pour les genoux, pour les chevilles, pour les. Tu sais, moi-même, je viens de perdre 10 kilos, je vois la différence. Hein, donc, sur une machine de précision, comme sont les meilleurs basketteurs, je suis pas étonné que ça l'ait déréglé plus vite que prévu. Hein. Je demande à voir. Je demande à voir. Je pense juste que, comme disait Pop, c'est difficile de maintenir un tel niveau de jeu jusqu'à un certain âge et on est dans une courbe assez normale. Hein, et entre guillemets, heureusement pour lui, il a réussi à transitionner dans un rôle différent qui fait de lui le top 3 meilleur passeur de la ligue, meilleur créateur. Quoi. Aujourd'hui, il n'a pas beaucoup d'équivalent. Et d'ailleurs, pour moi, tu vois, c'est justement ça qui prouve que c'est pas juste le mec qu'on dépeignait à Houston. Ouais, le mec, il chope les lancers francs parce qu'il les arbitre dans la poche. Et puis, il sait qu'arroser à 3 points, faut une certaine intelligence, enfin, un certain QI basket pour arriver à changer complètement son jeu comme il l'a fait là. Et là où on voit que c'est pas qu'un starter, c'est que il accepte clairement, en arrivant en Philadelphie, de ne plus être le premier rôle, de changer son jeu pour se mettre au servir des autres équipes. Moi, j'aimerais bien, ça a déjà un peu mieux cette année, mais j'aimerais vraiment qu'il en profite du coup pour être plus efficace à 3 points. Là, cette année, c'est mieux déjà. Je vois, il a Oui, ça va aller. 38 et demi, ça va. Mais j'espère, tu vois, je pense que c'est un joueur qui a trop de qualité au shoot de base pour ne pas faire une saison à 40%, tu vois. Genre, il y a des bons joueurs autour de lui. Donc, certes, il a pas mal la gonfle en main, mais restreindre plus à un peu plus de catch and shoot et moins de step back, etc. Et
et produire des saisons plus efficaces, ce serait vraiment le top pour sa fin de carrière en tout cas. Pour moi, c'est consubstantiel à son physique. Si le physique continue de décliner, il fera pas une saison 40. S'il arrive à se maintenir, il peut monter à 40 la saison prochaine, oui. Et pour En moi, faisant ses shoots encore plus intelligemment qu'il le fait cette année. pour moi, enfin déjà, c'est s'il reste aux Sixers, hein, et s'il reste, ça va surtout dépendre du rôle de Maxey qui augmente. Si Maxey arrive à step up pour prendre le rôle de lieutenant, il pourra passer dans un rôle un peu plus secondaire et puis se concentrer sur son adresse. Et il le fera avec brio. Est-ce que si les Nets arrivent à contenir ou si Harden fait juste une série mauvaise, est-ce qu'on peut y croire un petit peu quand même des bons joueurs de basket, hein, même si j'avoue que sur cette match ça me paraît un peu compliqué, mais c'est pas comme si Philly était l'assurance tout risque en playoff, hein, un petit coup mal placé sur Joel Embiid et la série peut tourner. Est-ce qu'on peut croire à quelque chose quand même? Je pense pas un instant. Parce que arrivé en playoff, on est quand même sur un jeu où ce qui est récompensé, c'est les joueurs capables de mettre des points avec rien autour, des points sans passes décisives, un peu comme ce qu'on parlait d'OKC dans le dernier podcast. Les équipes qui font peu de passes et qui arrivent à scorer sont meilleures. Et les Nets n'ont aucun joueur d'ISO. Même Michael Bridges, qui score énormément depuis qu'il est arrivé aux Nets, n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on entend à tort, devenu un joueur d'ISO pour autant, hein. L'immense majorité de ses paniers restent assistés, restent avec une passe décisive au préalable. Et c'est bien normal, c'est quand même compliqué de se muer en joueur créateur pour soi-même en un changement d'équipe. Et donc, de fait, ton meilleur créateur en ISO, ça me paraît être d'inuit. Et je pense que c'est très léger à ce niveau-là. Néanmoins, il a quand même montré qu'il pouvait step up là-dessus, même s'il y a encore beaucoup de paniers assistés, comme tu dis. Bah, globalement, je crois qu'on est à 84% là, honnête. Je pense que si tu regardes la proportion au Suns, elle est à peu près similaire. C'est simplement que la proportion des shoots assistés, elle est plus élevée désormais, mais les shoots en soi n'ont pas changé. Là, c'est l'impression que ça m'a donné, mais je peux me tromper, bien sûr. Bah, disons qu'il y a plus d'ISO, oui, mais c'est Peut-être aussi parce que, comme son rôle a changé, il a peu l'occasion de faire des cartons à Phoenix. Oui, voilà, il en a un d'ISO, petit peu il plus y a plus l'occasion. Et en général, les matchs où tu mets des cartons, tu as toujours un peu d'ISO à un moment parce que globalement, si tu regardes les stats, c'est toujours comme ça. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais Bah, quand un joueur est chaud, il faut lui donner la balle et que les autres s'écartent, hein. ouais, je lui donner la balle, je suis d'accord, mais c'est. Je vais reprendre l'exemple de Curry. Curry, s'il est chaud, tu vas pas lui filer des balles pour qu'il joue en ISO, tu vas lui filer des caviars à 3 points. Curry, il est toujours chaud. Oui, c'est un pétard ambulant, on est d'accord, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, bah, c'est très minoritaire, hein, ce type de joueur. Globalement, les énormes stars comme le sont Curry sont des joueurs qui avant tout brillent balle en main. Curry est un des seuls qui le fait sans ballon parfois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi fort, je trouve. Kyrie aussi. Ouais, mais Ouais. à un cran en dessous, disons. Ouais, encore en dessous. C'est Mais après, même, tu vois, c'est pour se recentrer sur cette série, c'est concrètement le meilleur joueur des Nets, c'est même pas le niveau Tobias Harris. Oh, abuse. Fun, quand même. Abuse. Bah, en joueur complet et tout. Après, je te parle pas de. Là, concrètement, il a pas joué de la saison, entre guillemets. On l'a pas vu jouer parce que tu as 3 mecs devant lui qui jouent, tout simplement. Mais le Tobias Harris que j'ai pu voir sur ses meilleures périodes et tout, c'est ce niveau-là, hein. C'est cette classe de joueur, c'est pas au-dessus. Ah. Pour moi, il est bon. Il exagère un poil. Ouais. Pour moi, il est bon justement parce qu'il est dans un système qui fait qu'il peut, entre guillemets, être caché en troisième, quatrième option. Tobias Harris, tu le mets première option. Aujourd'hui,
Ah, il fait pas ce que fait Michael Bridges. J'ai pas dit aujourd'hui, j'ai dit c'est ce qu'on a vu comme palier de joueurs. Putain. Ah, on l'a vu seul, Harry, c'était 21-7. Ah, 21-8. Ah, mais 21-8. Là, les Nets actuellement, c'est une équipe qui est border play-in, c'est dans ce sens-là. C'est avec et donc tu mets Tobias Harris dans cette équipe, le prime Tobias Harris, c'est une équipe border play-in pareil. Ah, putain, je sais C'est Mika, après, ouais, il fait des gros stats. J'attends un step-up en responsabilité pour faire gagner l'an prochain, mais c'est pas qu'il stat dans le vent, mais il stat. C'est pas. Là, serait bien accompagné. Ouais, ils sont à 50%. En gros, Ouais, à 50% sur la fin des matchs où il y a personne qui joue. Hein. Ils ont un gros down et ensuite ils se remettent à gagner sur la fin de saison quand tout est plié. Ouais, je suis assez d'accord que depuis depuis la deadline, pour moi, ils sont même en dessous des Bulls. bah, ça se tape, disons. Les deux doivent être à 50. Les Bulls doivent être à 55 et les Nets ils sont en 13-15, donc ça doit faire 48. Je veux dire, sur 30 matchs, il n'y a pas non plus une différence. Non, c'est Oui, c'est juste pour te dire où je les situe. C'est pour ça que pour moi, cette série, malgré Doc, malgré la blessure d'Arden, c'est pas censé faire un pli, quoi. Ah, mais c'est certain. Hein. Ouais, La condition que quiconque défend ici, j'ai l'impression. Hein. non, je pense pas, non. Ah oui, c'est ce que je disais, c'était pour illustrer ce que moi je disais jusque-là, pour préciser. Non, non, ouais, je vois pas de. Je pense que personne ne voit de solution vraiment pour les Nets. Hein. Ça risque d'être une piquette hein, quand même. Surtout Embiid, il a l'air un peu inarrêtable cette année, donc ça va être une piquette, je pense. Ah oui, pour moi, si c'est 4-0, ça fait pas un pli. Hein. Ah, non, quand même pas. Bon, on peut y passer, hein, sinon. Ouais, on peut y passer. Hein. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire sur cette série, hein, vu qu'elle est assez one-sided. Et on peut passer au prono. Hein. Donc, Réa, tu nous donnes un 4-0, c'est ça? Ouais, parce que je pense que, certes, je suppose que ce que vous allez dire, c'est, mais ouais, Michael, il y a forcément un match où il va prendre feu, mais je vois, en l'occurrence, Embiid prendre feu toute la série, et donc, même si Michael prend feu, il en faut un deuxième qui prenne feu ce jour-là, et je vois pas qui ce sera. Oh, Cam Johnson ou Dinwiddie, Ouais, c'est quand même le profil de joueurs qui mettent des cartons. Oui, Ouais, mais c'est des cartons de manière irrégulière. Je les vois pas mettre des cartons. C'est pas que je les vois pas mettre des cartons, c'est que je les vois pas mettre un carton le même jour que Michael. Amical, il met des cartons tous les soirs. Donc Ouais, Michael, il fait quand même pas des mauvais matchs. Hein. Oui, non, je sais pas ce que je dis. Après, il faut voir comment ça. Mais attention, il va être serré comme Jaja en playoff. Bah, ça dépend comment s'articule la défense. Est-ce qu'ils vont vraiment cibler Mikal ou est-ce qu'ils vont plutôt se contenter de cibler tout le monde ailleurs et de se dire le mec tout seul il fera rien. Genre Melton, Tucker, tu les envoies sur qui? Est-ce que tu veux vraiment les envoyer à tour de rôle sur Mikal ou t'en mets un sur Dinwiddie, un sur Cam Johnson et tu joues comme ça voir aussi. Est-ce que Déjà, c'est trop petit. Est-ce que Cam Johnson va vraiment jouer aussi? Il était un peu sorti de la rotation là. Hein. Cam Johnson? Pas sorti, mais il a eu un moment où il a explosé. Il a refait un carton récemment. Et entre les deux, il y a eu quand même comment dire, c'était plutôt le calme plat. Il était moins performant. Ah oui, 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 parfait Ouais, là. après, c'est un joueur streaky. Oui, c'est un joueur streaky. Par contre, tu disais Melton trop petit pour Mikal? Ouais, Ouais, je Mikal, le vois clair. Mikal, il est pas si grand que ça. Hein. Genre, enfin, il fait même pas 2 mètres, Mikal. C'est quoi? C'est un 6'5", 6'6". Ah, bah non, Ouais, 97, je crois. Et Melton, c'est quoi? Un 6'3"? Franchement, 3-6-2. Hein. 1m98 pour Michael Bridges. ouais, c'est 6'6", ça, je Entre les crois. deux. Non, mais il y a un écart, mais genre, c'est pas rédhibitoire, je pense, pour un top défenseur. Moi, je pense qu'il va plutôt sur les. Sur Dinwiddie?
Ouais, il va aller sur Dinwiddie, des choses comme ça. Parce qu'à la rigueur, même Michael... Dinwiddie, il est grand, hein, il fait quasiment la taille de Bridges. Hein. Ouais, mais ça ira un peu mieux. Je pense que c'est un peu moins juteux, on va dire maintenant. Il a pris quelques années. Ça lui correspond plus, je dirais. Parce que même c'est Harden, tu le mets sur qui en vrai? C'est lui qui va sur Michael, limite. S'il est pas trop gêné. Ouais. J'avoue, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Maxi, je sais pas. En fait, c'est le problème, c'est... Ça dépend qui Je start sais en pas, fait déjà. Hein. je sais pas comment elle va être, la rota. Ça, J'arrive pas du tout à savoir. ça dépend qui start. Bah, ça, c'est l'habituelle loterie de Doc Rivers. Non, mais ça dépend vraiment de qui start en fait. Déjà, il aligne quoi dans le 5 au final? Je dirais à part Embiid et Harden, ça Harris du coup, mais ça va être quoi le reste des certitudes? Faut voir ce qu'il aligne. Hein. Parce que techniquement, je crois que Melton a fait plus de matchs starter que Maxi. Oui, parce qu'il aimait bien à un moment le mettre starter Ouais, c'est ça. devant Maxi, ouais. Ah, ouais. Ouais, il start quasiment. Bah, entre la blessure et la fin de saison, il start quasiment toute l'année en fait, Melton. Hein. Et ensuite, c'est Maxi, il est à nouveau vraiment titulaire sur la fin de saison, mais Harden ne joue plus. Donc je sais pas s'il y a un vrai choix de Doc de jouer sans les deux sur le terrain en même temps. Et encore sur la fin, je crois que c'est Melton qui restartait. Hein. Bah oui, vu qu'Harden était out. Tout le temps. Je crois que même avec Maxi, il a repris des starts, je crois, malgré Maxi. Hein. Je crois que ça dépend de ça. Selon quelques match-up, il a starté devant Maxi alors qu'il y avait Harden. Je vais les choper un petit Il me semble, hein, Alors, là, j'ai la stat soulignée pour Melton. J'ai 77 matchs joués, 58 démarrés. Ouais, Et donc, il a beaucoup starté. Le deuxième, c'était Maxi, on est d'accord? Ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais voir. Mais c'est Contre Toronto, c'est la triplette qui start, je crois, carrément. Je sais plus qui est out, mais c'est là, il y a pas très longtemps. Les trois, ils startent, hein, d'ailleurs, je crois. Hein. Et c'est Harris qui est pas là, justement. Attends, je regarde les 3 derniers matchs d'Harden, tout simplement. Alors, face à Miami, c'est Melton à côté de lui. Face à Boston, bah en plus ça va, c'est des gros joueurs, c'est des grosses équipes, donc il n'y a même pas le truc, c'est des tankers. Face à Boston, c'est Maxi. Ouais, casse les couilles, Doc. Ouais, tu vois, Ce sont... Ah, c'est Maxi. tu sais bien. Ouais. Et face à Toronto avant, ça va être. C'est les deux, je crois. Toronto, ouais, je l'ouvre. Ouais, les deux sont... Ouais, non, mais. C'est l'arbalète. Ouais, je sais pas qui est le poste 1-2 à côté Non, de mais je Nash. suis sûr que même dans la série là, il fera pas les mêmes, il fera pas les mêmes 5 de départ. Ouais, mais au bout d'un moment, il va C'est falloir sûr. se fixer sur une rota. Hein. Ouais. On parle de Doc. Ouais. C'est des joueurs que sûr. c'est flexible, hein, donc ça changera. Hein. Non, ouais, mais c'est pas la même chose. Non. Mais après, déjà, c'est pas... enfin, rien que ce qui va beaucoup jouer, c'est l'état d'Ardenne. Peut-être qu'il y a un. Comment dire? Oui. On ne sait pas dans quel état il est, donc est-ce qu'ils vont le faire démarrer la série? Si oui, est-ce qu'au bout d'un ou deux matchs, ils vont pas estimer qu'ils ont tellement de marge qu'ils vont dire vas-y, mets-toi au frais pendant 15 jours, enfin pendant 10 jours? Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'on ne dit pas on ne le fait pas jouer et puis on verra au fur et à mesure? T'en pensais pas? C'est difficile d'estimer ce que ça va être parce que bah, tu vas pas du tout aligner la même chose avec ou sans Harden. Ouais. Pour continuer un peu dans les pronos, du coup, Pop, ton score? 4-1. Le premier qui est pris par les Nets ou le second. Mais globalement, un gentleman sweep, on va dire. C'est pas du tout une série serrée. Une belle branlée. Ok, vas-y, Doc. Ouais, moi aussi 4-1, mais pas. Je vois plutôt les Nets prendre un des deux matchs à domicile pour eux. Sur le 3 ou le 4, et puis aller retourner à Philadelphie pour finir la série. Ouais, pareil. Il y a peut-être une surprise Game 1. C'est l'éventualité que je vois, mais sinon, je vois bien Philly pas se casser le cul au Game 4 à jouer sa vie et revenir finir Pépouze à domicile, là où ils savent que ça passe tranquillou, quoi. Donc, ouais, gentleman sweep 4-1, pas beaucoup de matchs serrés, franchement, dans les 5. C'est aussi mon avis. Donc voilà, tout le monde voit Philly passer 4-1 ou 4-0. On est quand même sur des scores assez nets et assez net. Et je pense Ouais. pas que. Ouais.
Et je pense pas que la réalité diffère en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de finir? Rien pour moi. Ouais, pour moi non plus. Ok, ça me paraît ok. On a fait le tour de cette série. Voilà, donc c'était la petite preview pour la série qui va opposer. Donc je rappelle les Sixers qui sont troisième bilan de l'Est cette saison et les Nets qui ont terminé sixième de la régulière avec le vainqueur de cette série qui jouera au prochain tour, le vainqueur entre Boston et l'équipe sortie du play-in qui sera le septième seed. Donc soit Miami, soit j'ai déjà oublié, soit Miami, soit Atlanta. Voilà, ce sera le vainqueur de ces deux-là au prochain tour. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve sur la prochaine pour une autre petite preview. Au revoir. Salut. Salut.